Je vais dégager parce que... La notion de garde forestier, en fin de compte, elle date de l'ancienne administration des eaux et forêts. Et à partir de 1965, les eaux et forêts ont été remplacées par l'Office national des forêts, l'ONF. Et c'est de là qu'on a donné une dimension plus technique au métier de garde forestier. Et naturellement, on a basculé vers une appellation plus technique, technicien forestier, agent technique, maintenant technicien forestier territorial. Toutes les problématiques de gestion forestière sont intimement liées entre elles. Le gibier, la gestion du gibier, la gestion des équilibres de gibier entre le gibier et la forêt, les potentialités de régénération naturelle, de reprise des plants, tout ça c'est intimement lié. Technicien parce qu'on va, à l'occasion de notre journée, de nos missions, on peut embrasser énormément de problématiques différentes. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, que ce soit sur un plan d'accueil du public, de gestion des chantiers forestiers, de coupe ou de reboisement, entretien ou création de routes forestières, etc. Dans la forêt, est-ce l'homme qui trace sa voie ou est-ce la forêt qui le guide dans son bois? Il faut savoir que la forêt française était très très développée par rapport à maintenant. Maintenant, on est à peu près entre 25 et 35% du territoire en nature de forêt en France. À l'époque, la forêt était excessivement boisée. Excessivement boisée dans la mesure où il y avait un dicton qui disait que l'écureuil pouvait aller de Dunkerque à Marseille de branche en branche. Maintenant, c'est plus vraiment le cas, loin de là. La royauté, à l'époque, et notamment Louis XIV, se sont rendus compte qu'une forêt, ça pouvait être géré de manière à produire du bois de manière régulière, des bois de qualité. Et donc, pour garder cette forêt, il fallait des gardes forestiers pour préserver les gibiers et à la fois préserver la ressource en bois de la forêt qui était principalement affectée pour la construction et notamment pour la construction navale. Donc ça, c'est une plantation de chênes. Comme je disais tout à l'heure, qui a environ 4 ans pour les plus âgés. Donc on a des petits chênes qui commencent à démarrer gentiment là, ici. Quelques beaux sujets aussi, comme celui-là, qui a pris un peu le dessus. Et donc nos ouvriers sont passés il y a quelques semaines. Donc l'opération de rabattage de ces charmes, en fin de compte, on coupe les charmes à hauteur, ils continuent à pousser. Ils ne meurent pas pour autant. Et ils continuent à gainer les arbres. Pour garder une espèce d'ambiance forestière, c'est-à-dire une humidité atmosphérique plus importante que si les arbres étaient en pleine lumière. Là, on a un peu d'ombre au pied, ça garde une ambiance forestière. D'où l'intérêt de garder absolument ces charmes, de ne pas les couper au ras du sol. Hein, bien sûr, l'objectif c'est le chêne, mais le but est d'avoir une diversité maximum des essences. On a derrière nous de la régénération artificielle, hein, donc la plantation qui a été effectuée de main d'homme, suite à un déboisement malheureusement obligatoire consécutif à une maladie, hein, sur le frêne notamment, qui a entraîné une mini coupe rase de tous les arbres. Ici devant nous, on a une régénération naturelle, cette fois, de chênes. La forêt est un monument naturel. François l'écoute, la surveille pour que les autres s'émerveillent. Concernant la notion de réchauffement, alors moi je vais plutôt parler sans être climato-sceptique du tout, hein. Je vais plutôt tempérer un peu toute cette, on va pas dire cette folie, mais un petit peu cette
cet emballement médiatique autour du réchauffement, du dérèglement, de la fonte des glaciers, du changement climatique qui a toujours été présent sur Terre depuis bien avant que l'homme existe. Il est certes bien évidemment accéléré par l'activité humaine qui va générer les gaz, les fameux gaz à effet de serre, etc. Ceux qui s'émerveillent sont en train de nuire à cette splendeur. Mais la forêt anticipe tout avant l'heure. Et la forêt s'adapte de toute façon à ces changements. Il ne faut pas oublier que dans nos régions, on a eu des climats tropicaux il y a quelques millions d'années. Maintenant, on est dans des climats qui se réchauffent tout doucement, avec des canicules printanières, chose qu'on ne connaissait pas trop auparavant, un peu mais sans plus. Maintenant, ça devient quand même un peu récurrent. Alors, c'est intéressant d'anticiper quand même un petit peu ce réchauffement, ou tout au moins ces changements. Il y a des essais qui sont faits un peu partout maintenant en France pour adapter, pour replanter des espèces plutôt méditerranéennes, plutôt en partie plus au nord, pour voir si ces espèces pourraient être plus résistantes. Il faut faire aussi confiance un peu à la nature. C'est mon sens, c'est mon propos aujourd'hui de tempérer un peu cette ferveur un peu médiatique qui est souvent relayée de manière un peu excessive, étant donné que la nature s'adapte aussi à ces changements climatiques, mais c'est à nous, avec les connaissances qu'on a maintenant, d'anticiper et d'aider la nature à être résiliente, c'est-à-dire en favorisant au maximum la diversité des essences forestières. Les tempêtes, on a du mal à les prévoir. Bon, là, il n'y a pas eu de tempête ici de chaque côté. On voit très bien cette grande zone qui a été déboisée il y a quelques années. Mais ça a été la maladie. Si les arbres de la forêt s'agenouillent face aux nuages gris, que reste-t-il à part une forêt déformée, une forêt en renaissance fragile? Fin d'année 1999, aux alentours des fêtes de Noël et le Nouvel An, il y a eu des gros coups de vent qui ont balayé le nord de l'Europe, et notamment une bonne partie de la France, surtout l'est de la France. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller prêter main forte à mes collègues dans l'est de la France, dans les Vosges et dans la Meuse, où là, on avait énormément de dégâts. On avait plusieurs milliers d'hectares d'un seul tenant qui étaient complètement ravagés, complètement couchés. Donc cette tempête a mis à terre 10% de la forêt française en quelques jours. Hein. Ici, on a un arbre qui a été couché, qui est mort sur pied, un bouleau. Et ça, c'est intéressant pour nous de garder ça régulièrement dans les sous-bois. Alors bien sûr, quand les arbres sont sur pied, secs, à moitié déracinés, ça peut être dangereux le long d'infrastructures routières ou le long de sentiers. Il est par terre, il n'a plus de danger potentiel. Donc on va laisser ces troncs. Ça abrite une quantité incroyable d'animaux. Hein, pour la biodiversité, c'est vraiment une niche écologique intéressante. Donc dans les sous-bois, on laisse régulièrement des arbres morts sur pied ou couchés, déracinés. Le dégât le plus important pour la forêt, c'est un dégât un peu insidieux, c'est un petit peu caché, c'est le manque d'eau. Et on a eu la tornade, un gros coup de vent de 2023. Quelques arbres cassés. Cassés mais utiles à la forêt qui voit le bon côté. D'ailleurs, si elle se trouve fragilisée, elle se redresse avec volonté. J'y suis retourné quelques années plus tard dans les mêmes secteurs en vacances. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à reconnaître certains endroits où j'avais été à l'époque. Et il y a eu une régénération naturelle impressionnante de hêtres. Et bien évidemment, la forêt a repris le dessus de manière spectaculaire. Donc bien sûr, on ne retrouvera pas les arbres séculaires qu'on a pu vendre à l'époque, qui étaient couchés.
par les coups de vent, mais on a maintenant des jeunes peuplements qui sont tout à fait en bonne santé et tout à fait corrects. On a souvent des collisions avec les véhicules. On peut estimer ici sur cet axe environ une dizaine de chevreuils qui sont tapés par les véhicules par an. Donc ce nombre d'animaux qui sont tués hors chasse sont comptabilisés et on en tient compte bien sûr pour l'établissement des plans de chasse, c'est-à-dire le nombre d'animaux à tuer par la chasse cette fois. En 2020, là, on avait des quantités de chevreuils là-dedans qui se baladaient le soir. Et comme dans beaucoup de forêts, on a pu remarquer que les animaux se réappropriaient l'espace. Et ici, souvent, vous voyez 4, 5, 6 chevreuils en train de manger nos plants dans la parcelle. Là. D'où l'intérêt de pratiquer la chasse en forêt. Hein. Non pas pour éliminer les animaux, bien sûr, le but c'est pas d'éliminer les chevreuils, les cerfs ou les sangliers. Alors la gestion cynégétique, c'est-à-dire la gestion du gibier en forêt domaniale, elle fait partie intégrante de nos leviers de gestion au quotidien. Le gibier dont on parle maintenant, c'est le gibier qui va prélever par son alimentation. On va parler du chevreuil principalement. Il y a également le principe de la bague, c'est-à-dire un plan de chasse, c'est-à-dire un quota. Donc un minimum à prélever et un maximum à ne pas dépasser. On considère qu'une forêt en équilibre, c'est des chiffres théoriques. Hein. On est entre 6 et 8 chevreuils au 100 hectares. 6 ou 8 chevreuils se baladent sans doute sous nos yeux. Peut-être plus, peut-être moins, mais certains habitent ces lieux. Alors sur ce tronçon, la vitesse est réglementée à 70 km/h, mais bien évidemment c'est rarement respecté, surtout le matin et le soir. Et c'est malheureusement à ces périodes de la journée où les animaux sont les plus actifs. Souvent des jeunes bêtes qui sont fauchées. Hein. Malheureusement, la mort intervient dans la forêt et ses bords. Ceux qui s'émerveillent l'évoquent, sans se douter de ce qu'ils abordent. Mort au con. Bah oui, ça je m'en doute. Je t'aime, bon, ça c'est mieux. On peut faire un plan mort au con. Ça peut être bien pour la forêt aussi. Alors pour revenir un peu aux origines, c'est que moi j'ai toujours été un gamin de la nature, on va dire. Même si je suis né en ville, entre 4 murs, avec des murs de 8 mètres de haut et une cour de 100 mètres carrés. Mais j'ai toujours été passionné par les animaux, les insectes, les fossiles, etc. La pêche, voilà. Défranchi la porte du bureau, on est en forêt en fin de compte. C'est un cadre de vie qui n'a pas de prix. C'est une qualité de vie qui n'a pas de prix également. Et ce qui m'a plu aussi, ce qui m'a plu beaucoup dans mon métier, c'est la diversité des tâches. Et puis aussi ce rôle de façonner la nature tout en essayant de la respecter et en l'écoutant, en étant un petit peu en observation permanente des phénomènes et de pouvoir se dire que durant mes 40 ans de carrière de forestier, j'ai réussi à régénérer plusieurs dizaines, voire centaines d'hectares de forêt. J'ai remplacé des peuplements anciens ou dégradés ou abîmés ou couchés ou malades par des jeunes plantations qui sont pleines d'avenir et qui seront plus tard des peuplements d'exception, des belles forêts, des belles parcelles. Ça, c'est une satisfaction qui est tout à fait gratifiante pour moi. Et puis en même temps, ça prouve que l'on peut aussi façonner un milieu forestier tout en le respectant. C'est tout à fait possible. Donc tous ces côtés de mission, un petit peu de mission, d'être un peu le gardien de la forêt. Le garde forestier, c'est le gardien de la forêt, le gardien des équilibres, le gardien aussi de la pérennité de l'état boisé. C'est-à-dire que au fil des siècles, la forêt a toujours existé. Elle a été souvent détruite, souvent malmenée par l'industrialisation, par les routes, par l'agriculture surtout, qui a beaucoup déboisé.
Et maintenant, le reliquat de cette forêt du Moyen-Âge, qui fait quand même encore presque 30% de la surface de la France, doit être augmenté et doit être conservé. Donc c'est vraiment notre rôle d'être le gardien de ces équilibres, de cet état boisé. Les changements de climat, les incendies, la surpopulation des animaux, l'hyperfréquentation du public, les tempêtes, les sécheresses, les canicules, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent occasionner la disparition progressive des massifs forestiers. Bon, moi je veux dire que je suis très content d'avoir fait cet après-midi parce que ça m'a permis aussi un peu une conclusion de ma carrière. Bon, sans être un petit peu trop pompeux, mais et en fin de compte, cet après-midi, c'est un petit peu un résumé de tout ce que j'ai pu délivrer comme message et comme aussi ressenti par rapport à ce que j'ai ressenti durant ma carrière. Et je suis très content d'avoir fait ça, cette intervention avec toi, c'était vraiment intéressant. Et le fait d'avoir été libre de parler, c'était très bien. Voilà, merci.